Avant de commencer, un avertissement essentiel. Cette vidéo est strictement éducative. Elle ne vise pas à créer la panique ou l'anxiété. Son objectif est de vous informer factuellement sur les mécanismes bancaires, les protections qui existent réellement et la préparation raisonnée basée sur des faits historiques. Tout ce que je vais vous dire est vérifié, documenté, sourcé. Je ne fais aucune prédiction. Je ne vous dis pas qu'une crise va arriver demain. Je vous explique simplement ce qui s'est passé lors des crises passées et comment vous pouvez vous y préparer intelligemment. Maintenant que c'est clair, commençons. 48 heures, 2 jours, 4320 minutes. C'est le temps critique qui détermine tout lors d'une crise bancaire systémique. Les décisions prises ou non prises durant ces 48 premières heures font la différence entre une crise contenue et un effondrement généralisé. Entre des économies protégées et des patrimoines évaporés. Entre la stabilité et le chaos. Je sais que ça semble dramatique, mais regardons ensemble les faits historiques. Pas des théories, pas des spéculations. Des événements réels, documentés, analysés. Septembre 2008, 15 septembre exactement, 7 heures du matin, heure de New York. Lehman Brothers, la 4e plus grande banque d'investissement américaine, déclare faillite. Actifs, 619 milliards de dollars. Dette, 613 milliards. C'est la plus grosse faillite bancaire de l'histoire américaine. Ce qui se passe dans les 48 heures suivantes va changer le monde. Heure 0. L'annonce tombe. Les marchés asiatiques, ouverts à ce moment-là, s'effondrent instantanément. Moins 10% à Tokyo, moins 8% à Hong Kong. Heure 6. Les marchés européens ouvrent. C'est la panique. Londres perd 5% dans les premières minutes. Paris, Francfort, Milan plongent. Les actions bancaires sont massacrées. Moins 20%, moins 30%. Heure 12. Les banques européennes et américaines ne se prêtent plus entre elles. Le marché interbancaire, le système sanguin du système financier, se fige. Les banques ont peur. Si Lehman est tombé, qui sera la prochaine? Personne ne fait confiance à personne. Elles gardent leur liquidité. Heure 24. Premier jour terminé. Le Dow Jones a perdu 500 points. Les fonds monétaires commencent à connaître des retraits massifs. Les entreprises ne peuvent plus financer leurs opérations courantes. Les usines manquent d'argent pour payer les salaires. Heure 36. Les gouvernements comprennent qu'ils sont face à une crise systémique. Pas une banque qui tombe. Le système entier qui vacille. Des réunions d'urgence s'enchaînent. Fed, Trésor américain, Banque centrale européenne. Tout le monde cherche une solution. Heure 48, deuxième jour. Le président américain annonce un plan de sauvetage de 700 milliards de dollars. 700 milliards, c'est colossal. Mais c'est le prix pour éviter l'effondrement total. Ces 48 heures ont changé le monde. Elles ont déclenché la pire récession depuis la Grande Dépression de 1929. Des millions d'emplois perdus, des trillions de richesses évaporées. Et pourtant, le système n'a pas totalement implosé. Pourquoi? Parce que les gouvernements sont intervenus massivement. Ils ont garanti les dépôts, ils ont injecté des liquidités, ils ont sauvé les banques systémiques. La leçon? Les 48 premières heures sont critiques pour l'intervention des autorités. Deuxième cas, historique. Mars 2013. Chypre, petite île, grande crise. Les deux principales banques chypriotes, Laiki Bank et Bank of Cyprus, sont au bord de la faillite. Elles ont investi massivement dans la dette grecque qui vient de s'effondrer. Le 16 mars 2013, le gouvernement chypriote annonce une mesure inédite. Pour sauver les banques, il va prélever directement sur les comptes bancaires. 5 à 10% de tous les dépôts, y compris ceux en dessous de 100 000 euros, normalement garantis. C'est une première en Europe. Une violation du principe sacré de la garantie des dépôts. Heure 0. L'annonce est faite un samedi matin. Les banques sont fermées pour le week-end. Les Chypriotes n'y ont pas accès. Heure 24. Dimanche. Panique totale. Les gens se ruent aux distributeurs automatiques. File d'attente interminable. Beaucoup de distributeurs sont vides en quelques heures. Heure 48. Lundi. Les banques ne rouvrent pas. Le gouvernement prolonge leur fermeture pour éviter un bank run, une ruée bancaire qui viderait toutes les réserves. Cette fermeture va durer 11 jours. 11 jours sans accès à votre argent. Imaginez, vous ne pouvez pas payer vos courses. Vous ne pouvez pas retirer d'espèces. Votre carte bancaire ne fonctionne plus. C'est exactement ce qui s'est passé à Chypre. Finalement, après des négociations avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international, un compromis est trouvé. Les dépôts de moins de 100 000 euros sont épargnés. Mais tous les dépôts supérieurs à 100 000 euros dans les deux banques en faillite sont ponctionnés jusqu'à 47,5%. 47,5%. Si vous aviez 200 000 euros dans votre compte professionnel, vous en perdiez 95 000 du jour au lendemain. Vos économies, votre capital, votre entreprise, tout évaporé par décision administrative. La leçon de Chypre?
Même dans l'Union européenne, même avec des garanties légales, des mesures exceptionnelles peuvent être prises. Et les 48 premières heures déterminent si vous avez accès ou non à votre argent. Troisième cas, beaucoup plus récent, mars 2023. Silicon Valley Bank, 16e banque américaine, spécialisée dans les startups technologiques. Jeudi 9 mars, des rumeurs circulent sur sa santé financière. Vendredi 10 mars, 7 h du matin, heure de Californie. Les régulateurs ferment la banque. Faillite immédiate. Heure 0. L'annonce crée une onde de choc. Les clients de la SVB sont des entreprises tech. Beaucoup ont des millions, parfois des centaines de millions de dollars en dépôt, au-delà du plafond de garantie de 250 000 $ aux États-Unis. Panique immédiate. Heure 12. Les autres banques régionales américaines voient leurs actions s'effondrer. Moins 30%, moins 40%. La contagion commence. Les clients d'autres banques commencent à retirer leur argent préventivement. Heure 24. Samedi. Le gouvernement américain se réunit en urgence. La Réserve fédérale, le Trésor, le président Biden, ils comprennent qu'ils doivent agir vite. Heure 48. Dimanche soir. Annonce historique. L'État américain garantit l'intégralité des dépôts de la Silicon Valley Bank. Pas seulement les 250 000 $ réglementaires. Tout. Tous les comptes, même ceux à 100 millions de dollars. Pourquoi ? Pour stopper la contagion. Si les clients des autres banques voient que l'État protège totalement les déposants de la SVB, ils n'ont pas de raison de retirer leur argent ailleurs. La panique s'arrête. Le lundi, les marchés se stabilisent. Les retraits massifs cessent. La crise est contenue. La leçon de SVB ? L'intervention rapide des autorités dans les 48 heures peut empêcher une crise locale de devenir systémique. Maintenant que vous connaissez ces 3 cas historiques, analysons précisément ce qui se passe, heure par heure, dans les 48 premières heures d'une crise bancaire. Heure 0 à 6. Le déclenchement. Une banque importante annonce qu'elle est en difficulté, ou les régulateurs la ferment d'urgence. L'information se répand instantanément. Réseaux sociaux, médias, chaînes d'information en continu. En quelques minutes, le monde entier est au courant. Les clients de la banque en question essaient immédiatement de retirer leur argent. Ils se connectent sur Internet, ils appellent leur banquier, ils vont au distributeur. Mais souvent, c'est déjà trop tard. Soit les comptes sont gelés, soit les serveurs sont saturés, soit les distributeurs sont vides. Parallèlement, les marchés financiers réagissent violemment. Les actions bancaires s'effondrent. Pas seulement la banque en difficulté, toutes les banques. Parce que les investisseurs ont peur de la contagion. Si une banque tombe, d'autres peuvent suivre. Alors ils vendent tout. C'est la panique vendeuse. Heure 6 à 12. La propagation. Les clients des autres banques commencent à s'inquiéter. Ils se disent, si cette banque a fait faillite, la mienne est peut-être en danger aussi. Ils commencent à retirer leur argent préventivement. C'est le début du bank run généralisé. Les réseaux sociaux amplifient la panique. Des vidéos de files d'attente devant les banques circulent. Des témoignages de gens qui ne peuvent plus retirer leur argent. Chaque image, chaque message augmente la peur collective. Les banques centrales et les autorités financières se réunissent en urgence. Ils analysent la situation. Est-ce une crise isolée ou le début d'un effondrement systémique ? Ils contactent les grandes banques. Ils vérifient leur liquidité. Ils évaluent les risques de contagion. Heure 12 à 24. Le point de bascule. C'est là que tout se joue. Soit les autorités annoncent des mesures fortes qui rassurent les marchés et les déposants, soit elles ne font rien ou pas assez, et la crise s'aggrave exponentiellement. Les mesures efficaces, on les connaît grâce à l'histoire. Garantir explicitement tous les dépôts, au-delà des plafonds réglementaires. Injecter massivement des liquidités dans le système bancaire pour que les banques puissent honorer les retraits. Fermer temporairement les marchés financiers, si la panique est trop forte. Communiquer clairement, transparentement, pour rassurer la population. Si ces mesures sont prises rapidement, dans les 24 premières heures, la crise peut être contenue. C'est ce qui s'est passé avec SVB en 2023. Si elles ne sont pas prises, ou prises trop tard, la crise devient incontrôlable. C'est ce qui s'est passé avec Lehman en 2008. Heure 24 à 48. La résolution ou l'escalade. Soit la situation se stabilise grâce aux interventions, soit elle empire. Dans le bon scénario, les retraits massifs s'arrêtent. Les marchés se redressent partiellement. Les banques retrouvent des liquidités. L'économie respire. Dans le mauvais scénario, d'autres banques font faillite. Le système de paiement se grippe. Les entreprises ne peuvent plus payer leurs fournisseurs. Les salaires ne sont plus versés. L'économie réelle s'effondre. À la fin des 48 heures, le sort de la crise est généralement scellé. Soit elle est contenue et on entre dans une phase de gestion et de reconstruction. Soit elle est devenue systémique et on entre dans une récession profonde. Maintenant, parlons de vous.
de vos protections réelles en France. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'êtes pas totalement démunis. En France, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR, protège vos dépôts. C'est une garantie légale, créée par la loi de 1999. Le principe est simple. Si votre banque fait faillite, le FGDR vous rembourse jusqu'à 100 000 € par client et par établissement bancaire. 100 000 €. Pas 100 000 par compte, par client. Si vous avez 3 comptes dans la même banque avec respectivement 40 000, 30 000 et 50 000 €, le total est 120 000. Vous êtes remboursé à hauteur de 100 000. Les 20 000 restants sont perdus. Par contre, si vous avez 50 000 € dans la banque A, 50 000 dans la banque B et 50 000 dans la banque C, vous êtes couvert intégralement dans chaque banque. La garantie s'applique par établissement. Point important, le délai d'indemnisation. Le FGDR s'engage à vous rembourser dans un délai maximum de 7 jours ouvrables. 7 jours, une semaine, c'est rapide. Mais une semaine sans accès à votre argent, ça peut être long si vous avez des factures à payer, un loyer, des courses à faire. Autre point crucial, les livrets réglementés. Livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire. Ces livrets sont garantis par l'État français directement, en plus du FGDR. Même plafond de 100 000 €, mais garantie étatique. C'est une double sécurité. Maintenant, un chiffre à connaître. Le FGDR disposait, fin 2024, de 7,7 milliards d'euros de fonds propres. Ça peut sembler beaucoup, mais rapporté au total des dépôts bancaires en France, ça représente 0,5%, 0,5%. Qu'est-ce que ça signifie ? Si une petite banque fait faillite, le FGDR peut intervenir sans problème. Si une grande banque systémique comme BNP Paribas ou Société Générale s'effondrait, les 7,7 milliards ne suffiraient pas. Il faudrait l'intervention de l'État. C'est pour ça que la prévention est essentielle. Les autorités françaises, l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, surveillent en permanence la santé des banques. Elles imposent des ratios de liquidité, des tests de résistance, des obligations de fonds propres. L'objectif est d'éviter qu'une banque systémique fasse faillite. Depuis la crise de 2008, la régulation bancaire européenne s'est considérablement renforcée. Les banques françaises sont aujourd'hui beaucoup mieux capitalisées, plus liquides, plus solides qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans. C'est une réalité. Mais ça ne signifie pas que le risque zéro existe. Alors, comment vous préparer intelligemment ? Première action avant une crise. Diversifiez vos établissements bancaires. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez plus de 100 000 € d'épargne, répartissez-les dans plusieurs banques. Comme ça, même si une banque fait faillite, vous êtes couvert intégralement partout. Deuxième action, privilégiez les grandes banques systémiques pour vos dépôts importants. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Banque Postale. Ces banques sont considérées comme too big to fail, trop grandes pour faire faillite. L'État interviendra toujours pour les sauver car leur chute entraînerait un effondrement systémique. Troisième action, gardez toujours une réserve d'espèces à domicile. Je ne parle pas de 100 000 € sous le matelas, mais avoir 1 000 à 2 000 € en billets chez vous, dans un endroit sûr, c'est du bon sens. Si les banques ferment pendant quelques jours, comme à Chypre, vous pouvez payer vos courses, votre essence, vos besoins immédiats. Quatrième action, connaissez votre banque. Vérifiez qu'elle est bien adhérente au FGDR. Normalement, toutes les banques agréées en France le sont, mais vérifiez. Le site du FGDR liste tous les établissements couverts. Cinquième action, diversifiez vos actifs. Ne gardez pas 100% de votre patrimoine en liquidité bancaire. Investissez dans des actifs tangibles. Immobilier, hors physique, actions en nom propre. Ces actifs ne peuvent pas disparaître si une banque fait faillite. Maintenant, que faire pendant les 48 premières heures d'une crise ? Première règle, ne pas paniquer. Je sais, c'est facile à dire, mais la panique vous fait prendre de mauvaises décisions. Vous n'êtes pas le seul à vouloir retirer votre argent. Des millions de personnes essaient de faire la même chose. Les files d'attente seront interminables. Les serveurs bancaires seront saturés. Les distributeurs seront vides. Vous ne pourrez probablement pas retirer grand-chose. Alors, restez calme. Évaluez la situation rationnellement. Deuxième règle, informez-vous auprès de sources fiables, site de votre banque, site du FGDR, déclaration officielle de la Banque de France, du ministère de l'économie. Ignorez les rumeurs sur les réseaux sociaux. Ignorez les vidéos alarmistes. Cherchez l'information officielle. Troisième règle, si votre banque est directement touchée, contactez le FGDR. Vous n'avez aucune démarche à faire initialement. Le FGDR vous contactera automatiquement, mais vous pouvez les appeler pour avoir des informations sur le processus d'indemnisation. Quatrième règle, si vous avez absolument besoin de liquidité immédiate, essayez de retirer de petites sommes. N'essayez pas de vider votre compte, retirez ce dont vous avez besoin pour les prochains jours.
Nourriture, carburant, médicaments, laissez le reste sur votre compte. Il est protégé par la garantie. 5e règle, ne transférez pas massivement votre argent vers l'or, les crypto-monnaies ou l'étranger. Ces mouvements précipités se font souvent à de mauvais prix. Vous perdez de l'argent sur les commissions, les taux de change, la prime de panique. Attendez que la situation se stabilise. 6e règle, surveillez les annonces officielles. Dans les 48 premières heures, les gouvernements et les banques centrales vont communiquer. Ils vont annoncer des mesures. Garantie élargie, injection de liquidités, fermeture temporaire, restrictions. Ces annonces déterminent la suite. Si l'État français annonce qu'il garantit tous les dépôts sans limite, vous pouvez vous détendre. Votre argent est sûr. Si aucune annonce forte n'est faite, la situation est plus incertaine. 7e règle, préparez-vous mentalement à une restriction temporaire d'accès. Comme à Chypre, les banques pourraient fermer quelques jours, les retraits pourraient être limités, les virements internationaux pourraient être bloqués. C'est désagréable, mais temporaire. Les autorités font ça pour éviter le pire. Coopérez. Ne cherchez pas à contourner les règles. Vous aggraveriez la situation collective. Une dernière chose importante, les erreurs fatales, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Erreur numéro 1, retirer tout son argent en une fois et le garder chez soi. C'est dangereux. Le vol, l'incendie, la perte, les espèces chez vous ne sont pas assurées. Les dépôts bancaires le sont. Erreur numéro 2, investir précipitamment dans des actifs spéculatifs. En période de crise, les arnaques se multiplient. Fausses opportunités, faux placements, escrocs qui profitent de la peur. Restez vigilants. Erreur numéro 3, croire que ça n'arrive qu'aux autres. Chypre, c'était dans l'Union européenne. La Silicon Valley Bank, c'était une grande banque. Lehman Brothers était l'une des plus prestigieuses. Personne n'est totalement à l'abri. C'est pour ça que la préparation raisonnée est essentielle. Erreur numéro 4, ignorez les signaux faibles. Si vous entendez parler de difficultés dans le secteur bancaire, si vous voyez les actions bancaires chuter fortement, si des économistes réputés tirent la sonnette d'alarme, ne l'ignorez pas. Ce ne sont peut-être que des turbulences passagères, mais ça peut aussi être le début de quelque chose de plus sérieux. Mieux vaut être préparé pour rien que pas préparé du tout. Pour conclure, revenons à l'essentiel. Une crise bancaire systémique n'est pas de la science-fiction. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire récente. 2008, 2013, 2023. Ça peut arriver à nouveau. Personne ne sait quand, personne ne sait comment. Mais les mécanismes sont connus. Les 48 premières heures sont critiques. C'est pendant ce laps de temps que tout se joue. Les décisions des autorités, les réactions des déposants, la propagation ou le confinement de la crise. Vous, en tant que citoyen, vous avez des protections. La garantie des dépôts existe. Elle fonctionne. Elle a été testée sur des petites banques qui ont fait faillite. Le système français est solide, mais aucun système n'est infaillible. C'est pour ça que la préparation raisonnée a du sens. Diversifier vos établissements, garder des espèces, connaître vos droits, s'informer auprès de sources fiables, ne pas paniquer. Ces principes simples peuvent leur faire toute la différence. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur. Elle est là pour vous informer. Pour vous donner les outils intellectuels et pratiques pour naviguer une situation difficile si elle se présente. J'espère sincèrement que vous n'aurez jamais à utiliser ces connaissances. Mais si c'est le cas, vous serez prêt. Vous saurez quoi faire. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Si cette vidéo vous a été utile, si vous pensez qu'elle apporte une information de qualité basée sur des faits, partagez-la avec vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues. L'information, c'est le pouvoir, surtout en période de crise. Abonnez-vous pour plus de contenus éducatifs sur l'économie, la finance et la préparation raisonnée. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, gardez votre calme, restez informés et préparez-vous intelligemment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches.